Et en fait, il serait lui-même mal à l'aise et il arrêterait. Ce qu'il faut, c'est que au final, soit lui qui soit mal à l'aise de faire ça et pas qu'on rigole pour lui faire plaisir à sa blague pourrie, en plus qui est même pas drôle, quoi. Et en fait, je me fais insulter pendant toute une nuit. Je ne subis pas de violence, mais je suis là pour aider. On fait tout gratuitement, c'est le combat que je mènerai jusqu'à la fin. En tant qu'être humain, on a besoin d'être utile aux autres. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville. Il faut que ça bouge dans la ville. Ok, bah bonjour Priscilla. Je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir pris ce moment, sachant que tu es hyper prise et que Avec tu plaisir. n'es pas souvent à Paris et en France. Donc merci beaucoup d'être venue chez Value. Donc avant de commencer, moi j'ai une petite question qui est presque devenue une tradition ici. C'est assez banal, hein, à vrai dire, rien d'exceptionnel. Hein. C'est juste savoir comment tu vas, mais vraiment. Et je parle pas juste de ah bah ça va, merci, je vais bien. Nous on est des meufs, hein, on sait ce que ça implique. Je me suis aperçue que c'est le genre de questions que on nous pose trop rarement, tu vois. Et voilà, du coup en marge de ton actualité et de tes combats, comment tu vas toi? Eh ben, merci de me poser cette question. Ça va, je suis fatiguée parce que c'est beaucoup à encaisser, beaucoup à enchaîner, beaucoup d'énergie à donner. On évolue dans un milieu qui est très difficile, que ce soit associatif ou politique, notamment en France. C'est extrêmement compliqué d'avancer de façon efficace. Donc je fais de mon mieux pour me protéger, comme tu l'as dit, et rester à distance de ces énergies-là et de continuer d'avancer. Et heureusement qu'il y a des belles personnes. Et merci d'en faire partie, de donner la parole et de pouvoir mettre de la lumière sur ce qu'on fait, qui permettent de porter ce projet beaucoup plus loin et de faire en sorte qu'on arrive à atteindre ensemble des personnes qui en ont besoin. Donc ça va, je te remercie de poser la question et on continue. Bah merci. Hein. Donc toi, pour toute notre audience, il faut expliquer qui tu es, même s'il y en a beaucoup qui le savent, hein, bien sûr. Tu es la fondatrice de l'application The Sorority, comme on peut le voir sur ton très joli pull. Donc c'est une application qui veut favoriser la sécurité et l'épanouissement des femmes dans l'espace public. À l'époque, quand tu décides de créer ce projet, quelles étaient tes attentes? Alors, ces femmes et personnes issues des minorités de genre pour le moment. Et dès à présent, je le dis, les hommes, on pense à vous. On est sur une version parallèle dédiée et sécurisée qui va permettre d'aider des hommes en situation de violence, donc acte d'homophobie, violence conjugale, intrafamiliale, et permettre à ceux qui souhaitent aider d'aider, mais de façon toujours aussi sécurisée, avec des systèmes de cloison, de marrainage, d'autorisation, d'acceptation d'être aidés. Donc, les personnes qui souhaitent rester en non-mixité pourront, sans aucun souci, ça ne changera rien à leur utilisation. Donc ça, au moins, je le place. Et surtout, les aspirations, du coup, quand je démarre The Sorority. Quand je démarre The Sorority, c'est en 2019. Je suis au début de mon deuxième burn-out et je viens d'accoucher de mon deuxième petit garçon. Je ne fais pas partie du tout de ce milieu-là que je découvre. Et je me rends compte, en fait, c'est comme si on m'enlevait un voile et ça me pète à la gueule en mode, mais c'est pas logique ce qui se passe. Moi, déjà, je suis aidée à ce moment-là par un médecin traitant qui me dit, je suis là, je suis à tes côtés, quoi qu'il arrive, tu n'y retourneras pas, je te crois. Et je crois que c'est une des premières personnes qui s'est pas foutue de moi en mode, ah bah t'es en burn-out, ou à remettre en question. On a vraiment été dans une culture où tout était drôle et rien n'était vraiment pris au sérieux. Et là, vraiment, en fait, j'ai une personne qui est vraiment là et qui me dit, bah, je vais te protéger, je suis là. Et j'ai vraiment un poids énorme qui s'enlève de mes épaules et je me dis, mais en fait, quand on fait face à n'importe quelle situation d'isolement, de violence ou de harcèlement, quand on pense qu'on est profondément seul, bah, juste se rendre compte qu'on ne l'est pas, qu'il y a d'autres personnes qui sont dans notre situation, qui sont pas très loin, d'autres personnes qui ont pu passer par là, qui s'en sont sorties, d'autres personnes qui sont là pour nous exactement pour ça et qui sont prêtes à nous aider, bah déjà, c'est une bonne partie du chemin qui est faite. Et je suis partie de là avec cette volonté de créer le lien entre ces personnes qui souhaitent agir. Limite, ça me brûlait au fond, quoi. C'était vraiment... donc si je fais des burn-out, c'est pas pour rien, je suis assez dynamique et genre j'ai le feu, vraiment. Mais là, j'ai eu le feu, mais qui explosait complètement. Je me suis dit, soit je me vote complètement et tout le monde s'en fout, et bon, bah tant pis, tant pis pour la société, on finira tous tout seuls. Soit vraiment, il y a un lien, mais limite animal entre nous, il y a une interconnexion. Il suffit juste de l'activer ou de le réactiver, je sais pas. Et du coup, je pars là-dessus en me disant, bah, je vais tenter d'utiliser la technologie au profit de l'humain, parce qu'initialement, moi, je suis responsable RGPD, des opérations qualité, enfin, je cumulais trop de casquettes. Mais j'étais sur cette partie technique et je me suis dit, mais ce lien, il peut se faire hyper facilement, de façon hyper discrète et rapide, avant que l'effet soit commis et avant qu'il soit trop tard. Et on va essayer de l'activer. Donc, ma volonté initiale, c'était d'activer ce lien. Et je pense qu'on n'a pas trop mal réussi. Ah oui, bah, c'est une grosse réussite, une grande réussite. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, moi, la première fois que j'ai connu ton application, j'ai pensé tout de suite, alors peut-être que tu connais pas, sur WeChat,
il y avait en fait des communautés asiatiques. Je suis à moitié asiatique. Et en fait, tout le monde était connecté sur ce WeChat-là. Et comme il y avait beaucoup d'agressions de personnes asiatiques à Aubervilliers, un petit peu partout, dès qu'il y avait une agression ou un vol, etc., bim, ils mettaient un message. Mais c'était moins... Ce qui m'a inspirée, c'était à ce moment-là, je venais du coup d'accoucher de mon deuxième petit garçon, c'était WeMom. Et je trouve qu'elle est top, cette appli. Alors, d'un côté, elle est top, et bravo à ceux qui l'ont créée. Et d'un autre côté, il y avait ce côté un peu pervers d'effet de meute, genre la nana qui dit je veux pas allaiter, elle se faisait démonter, quoi. Il y avait ce truc un peu pervers. Donc, en fait, ça a été pour moi... un exemple de communauté, mais en même temps avec beaucoup de choses que j'ai cloisonnées que je voulais pas qu'il se passe. Typiquement, c'est que du one-to-one chez nous. Tu peux pas effacer t'assumes tout ce que tu écris parce que tu peux pas effacer ton message. Enfin, vraiment, tout est hyper transparent et tracé pour les gens. Donc, on est sur un autre niveau, de toute façon, sur d'autres problématiques. Mais cet esprit communautaire, vraiment, ça m'a beaucoup parlé. Et c'est ce qui au tout début, c'est là où je me suis pris les plus gros murs, les grosses attaques. Parce que ça fait peur. Ça fait peur aux institutions, ça fait peur aux autorités, ça fait peur aux assos, en mode on va nous prendre notre pouvoir. Pas du tout. En fait, on va unir nos forces. Et c'est ce qu'on est en train de créer, c'est cette chaîne d'entraide citoyenne. On est plus de 240 000 personnes au profil vérifié à s'entraider. On a le réseau associatif qu'on met en lumière parce que jusque-là, les assos, il y en avait plein et il y en a plein. Mais on ne sait pas forcément où elles sont, on ne sait pas ce qu'elles font et on ne sait même pas parfois qu'elles existent. Donc ça nous permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul. On ramène les autorités parce qu'en fait, c'est elles qui vont intervenir au final. Oui, on est là et on va créer des effets de sidération, on va inverser en fait la scène qui est en train de se passer, mais c'est elles qui vont prendre en charge quoi qu'il arrive. Et le milieu du privé qu'on fait rentrer de plus en plus parce que les violences ne s'arrêtent pas aux portes des entreprises. On a des boutiques dans la rue, enfin tout le monde en fait, toute la société massivement peut s'engager sur ce sujet-là et c'est de cette façon-là qu'on va casser ces cycles des violences et sortir les personnes de ces situations d'isolement, parce que la personne qui fait subir les violences travaille dessus en disant « personne ne te croira, t'es seule ». Elle va la mettre loin, dans des zones rurales, elle va la couper de ses amis, sa famille, et là on recrée ce lien, on lui montre qu'en fait non, elle n'est pas seule. En fait, c'est une application tout terrain, quoi. C'était sur le terrain à 100%, parce que tu parles des autorités, la police, etc. Mais la police, c'est vrai qu'elle vient après. Malheureusement. Normalement, elle doit être là. Là, dans les cas concrets qu'on a, on a des alertes du coup, tous les jours et on a des situations, des témoignages tous les jours qu'on essaie de publier au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Et on le voit, en fait, c'est bien ce mécanisme qui se fait. On a des yeux partout, on est capable de réagir, on est capable de travailler des biais cognitifs hyper simples. Et ça a été ce que j'ai imaginé du coup en 2019. C'est comment essayer de comprendre en fait ce sujet des violences, pourquoi on réagit pas quand on fait face à une scène de violence. Et en fait, pourquoi on réagit pas, c'est notre cerveau qui nous protège. Et je l'explique et je le rappelle parce que même si on n'a pas l'appli, en fait, on peut le comprendre et l'activer quand on veut. Ça s'appelle l'effet de sidération. Qu'on soit victime ou témoin quand on fait face à une scène d'agression auquel on n'était pas prêt, ça peut être se prendre une grosse droite dans la rue, ça peut être un viol, ça peut être n'importe quelle scène de violence, mais aussi en salle de réunion, on est la seule nana et on se prend une grosse réflexion sexiste dans la tête et tout le monde rigole et personne nous aide. Nous aide. C'est une sidération. Notre cerveau n'était pas prêt à y faire face. Et du coup, en fait, l'idée sur The Sorority, c'est se rendre compte que ça existe, se rendre compte qu'on n'est pas seul, donc on le casse petit à petit, on baisse ce stress, on a une réassurance qui arrive, on voit qu'on est entouré, donc on désamorce petit à petit la sidération, on ouvre la carte, on voit toutes les personnes autour, on lance l'alerte, qu'on fasse l'entraînement ou en situation réelle de danger, on voit qu'en quelques secondes, du coup tu l'as fait, on a ces prises de contact immédiates, donc on voit qu'on n'est pas seul concrètement, et petit à petit on reprend cette confiance et on casse cette sidération, on la travaille, parce que quand il y aura une scène d'agression, on aura une petite graine déjà dans nos têtes, on aura ce réflexe qu'on a travaillé au fur et à mesure. Et quand je suis partie là, je me suis dit, les policiers s'entraînent, les pompiers s'entraînent, les personnes qui agressent s'entraînent, elles font leur cycle au fur et à mesure, personne ne leur dit rien, nous on est tous en tétanie comme des gogoles, et au final... Même à l'école, quand il y a les alertes attentats, ils apprennent aux enfants à se cacher sous les tables. Mais nous, on nous a jamais appris à demander de l'aide et on nous a jamais appris à en apporter. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et du coup, c'est vraiment l'idée de recréer ce lien humain avec les autres et d'arrêter de se méfier les uns des autres. C'est vraiment créer cette chaîne d'entraide citoyenne et redévelopper les bons réflexes. Donc, on casse l'effet de sidération, on inverse l'effet de sidération sur les épaules de la personne qui agresse, parce qu'une personne qui agresse, elle n'attend pas à ce qu'on prenne un coup de fil d'un seul coup et qu'on s'en foute complètement de ce qui est en train de se passer. On recrée vraiment tout un schéma narratif. Elle ne s'attend pas à ce qu'on commence à écrire sur notre téléphone ce qui est arrivé, pas hier soir, mais la nuit précédente, où la personne, pendant 1 heure, s'est fait suivre par un gars. Elle est restée en lien tout le temps avec notre communauté. Elle est arrivée jusqu'à chez elle et après, elle a été prise en charge par ses parents. Elle n'a jamais été seule et elle nous dit le stress, il est descendu. J'avais le cerveau dessus, je savais que s'il se passait quoi que ce soit, elle pouvait appeler les autorités pour moi et on restait à ses côtés. Donc le gars, la personne, majoritairement, on va pas aller dedans, mais la personne. Le gars, moi je le dis. Attends, je sais que tu peux pas vraiment le dire. Moi je le dis, c'est le gars.
Du coup, s'attend pas à ce qu'on prenne un appel, s'attend pas à ce qu'on échange des messages, s'attend pas à ce qu'une personne fasse semblant de nous connaître. Ah, coucou, comment ça va? Ce qui arrive plein de fois. On crée cet effet de sidération inversé. Il est tétanisé, il ne s'y attendait pas. S'attend pas à ce qu'un groupe débarque ou s'attend pas à ce que les autorités débarquent. Il recrée vraiment tout un schéma narratif où c'est cette personne qui va être frisée en mode putain, ça devait pas se passer comme ça, merde, je fais quoi? Et la scène d'agression prend fin parce qu'il doit réfléchir à cette scène. Et du coup, nous, on passe. On a mis une graine dans la tête de la personne qui allait se faire agresser en mode t'es pas seul et quoi qu'il arrive, on est là et tu sors avec un gros élan d'amour. Et une graine dans la personne qui essaie d'agresser, dans la tête de la personne qui essaie d'agresser, bah ça se passe des fois pas si bien que tu l'avais prévu. Et peut-être qu'elle connaît quelqu'un, et peut-être qu'elle va en connaître de plus en plus avec le temps. Donc il y a cet effet de sidération qu'on réduit, et on travaille aussi beaucoup sur l'effet témoin. Et début 2019, du coup, quand je commence à me mettre le cerveau dessus, il y a un viol qui se passe à Lille, une femme qui se fait violer devant tout le monde dans les transports en commun et personne réagit. Et ça me rend ouf. Et en fait, c'est expliqué par l'effet témoin qui dit que proportionnellement, plus il y a de personnes autour d'une scène de violence, moins quelqu'un va agir parce qu'on va tous se dire c'est trop dangereux, il faut pas y aller. Et en même temps, on va se dire il y a forcément une personne plus habilitée que moi qui va agir et j'attends qu'elle agisse. Et personne n'agit, on est en tétanie, mais c'est prouvé que s'il y avait une personne qui déportait le corps, en fait, le reste suivrait, l'agression prendrait fin, tout le monde serait hyper fier à la fin de la journée en disant bah voilà, j'ai participé à ça. Et c'est un mécanisme en fait qui est hyper logique. Et sur The Sorority, du coup, on travaille vraiment les deux, on désamorce l'effet de sidération, on l'inverse et on détruit l'effet témoin parce qu'il y a un appel d'air massif de personnes qui vont se mobiliser. Quand on lance l'alerte, elle est reçue par les 50 premières personnes autour de soi. En 1 minute, on reçoit 10 à 15 prises de contact. Donc ça va très très vite. Toi, tu penses que s'il y a une personne qui réagit, tout le monde va... Mais en fait, elles le font collectivement, massivement, au même moment. Là, nous, vu qu'on utilise la technologie au profit de l'humain, on fait tout en même temps. Donc, en même temps, elles vont recevoir et en même temps, elles vont réagir. Donc, l'effet témoin, il n'y en aura pas. Par contre, on répète bien, ne vous mettez jamais en danger. Vous n'y allez jamais seul. Les instructions, c'est... Vous voyez les informations, vous prenez contact avec la personne, vous lui demandez ce qui se passe, vous lui proposez de contacter les autorités pour elle. Surtout, elle doit dire oui pour ça. On n'appelle pas les autorités sans son consentement parce que dans des situations de violence conjugale ou intrafamiliale, ça peut être dramatique pour la personne, ça peut se retourner contre elle. Donc même s'il y en a qui disent oui, mais t'imagines le pire, calmez le cerveau, il faut que la personne soit d'accord. Des flics qui débarquent chez vous alors que vous ne l'avez pas demandé. Ah, là, c'est encore Après, plus... bon, ça peut être les voisins, etc. Mais si possible, voilà, demandez vraiment à la personne. Elle dit oui, et du coup, vous récupérez les informations et ils peuvent intervenir. Mais jamais vous y allez seul. Et si, du coup, vous avez de l'alerte, vous demandez aux personnes autour de vous, est-ce que tu peux venir avec moi? Il y a un truc en train de se passer là. La sidération, elle va se faire. Quand il y a un groupe qui débarque avec une seule personne qui agresse une autre, la sidération se fera, la personne va se barrer. On l'a encore eu il y a 2 jours. D'ailleurs, j'ai vu, petite parenthèse, la Renoir qui... c'était très bien, vous l'avez partagé il y a une et tout. semaine, Il y a une semaine. On l'a découvert comme tout le monde. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, les gens nous connaissent. C'est que du bouche à oreille et que du lien de confiance. Il y a un moment où, voilà, on a fait le boulot, ça marche. Et chaque personne a la possibilité d'assurer, de rendre sécurisé sa rue, son quartier, sa ville, en parlant autour d'elle. Plus on est nombreuses dans un périmètre restreint, plus la capacité de réaction va être rapide. Donc en fait, c'est vraiment organique. Et c'est au fur et à mesure où on grossit. Bon, comme j'aime bien faire mes devoirs avant les interviews, je lisais un article paru dans Les Échos qui disait que l'application comptait 4000 utilisatrices en septembre 2020. C'est à la fois beaucoup et très peu. Hein. On démarrait. Septembre 2020, c'était genre les premiers jours. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu lâches pas l'affaire? Tu vois que ça grossit d'un coup ou... Déjà, le premier jour, on a eu 5000 demandes d'entrée. On démarrait, on a eu 5000 demandes d'entrée. Incroyable, quoi. Ouais. Et ça a continué comme ça au fur et à mesure. Et pourquoi je lâche pas? Parce que on a des témoignages tous les jours. Parce qu'on a des personnes juste géniales qui viennent se porter main forte, par exemple, et qui nous rejoignent. On a une communauté de bénévoles qui est juste dingue. C'est ce qu'on est en train de créer. Honnêtement, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas tous ces retours. Mais je lâche l'affaire, mais 1 million de fois. Le nombre de fois où j'ai pleuré, je me suis pris des trucs dans la tête, des agressions, des menaces, des barrages. On m'a cuté des financements. J'ai aucun financement public au moment où on se parle. Hein. Mais j'ai eu tellement de coups bas de politique. Mais pourquoi? Mais parce qu'on gêne. Au final, je pense que c'est ça, parce que l'ego, parce que le sujet, faut qu'il soit traité, mais sûrement pas trop vite, parce que, attention, il n'y a déjà pas assez de budget, donc il va falloir se le partager, parce que l'humain est pas si bienveillant que ça partout. La sororité, c'est un terme qui est très, très sympa, et nous, c'est notre cœur. Mais elle n'est pas réelle. Dans le monde dans lequel on vit, elle n'est pas réelle au quotidien. Les plus grandes associations dédiées à l'aide aux victimes ou qui sont sur le sujet, il y en a beaucoup qui sont avec nous, il y en a qui ne le sont pas du tout, pas encore. Qui sont en train d'évoluer parce qu'elles voient que, du coup, on a les résultats qu'on a et qu'on ne lâchera pas. Mais c'est un monde qui est très compliqué. Hein. Alors que c'est pour une même cause. Sur le papier, c'est pour une même cause. Mais après, il y en a qui perdent l'objectif de vue et il y en a qui continuent de se battre.
quand tu regardes en arrière, est-ce que tu vois un moment précis dans ton enfance ou ton adolescence qui t'a préparé à te lancer dans ce projet? Une situation, hein, peut-être, ou en tant que femme, est-ce que tu as ressenti une injustice où t'as pas pu réagir ou... Bah, en fait, au moment où j'imagine de sortie, je fais pas du tout partie du milieu associatif. Je suis pas du tout tournée là-dessus, hein. Je sors vraiment de grands groupes, start-up. Je suis pas du tout pas sur ces sujets-là. Mais je suis assez ouverte sur le côté humain et je me rendais compte que je commençais vraiment à lire beaucoup de choses sur le sujet, sur les dynamiques sociales, enfin voilà. Et en fait, au moment où je démarre The Sorority, au fur et à mesure des prises de parole, des témoignages qui arrivent, des liens avec les assos, des retours terrain et des résultats concrets qu'on a, je pense que déjà, il n'y a jamais rien sans rien. Et beaucoup de journalistes au début m'ont demandé, mais quand même, violence conjugale, c'est hyper spécifique. Donc oui, effectivement, il y a jamais rien sans rien, mais les souvenirs et les images me sont revenus, genre très longtemps après le début de The Sorority. Genre, quand je dis très longtemps, c'est peut-être un an et demi après. C'était devant un reportage France 2 qui suivait les familles qui avaient perdu une femme victime de féminicide et du coup qui témoignait du quotidien de ces femmes et je veux pleurer et elle parlait notamment d'épisodes qui se passaient, que les nanas étaient hyper engagées, etc. Aujourd'hui ma relation va très bien, c'est pas un sujet, mais c'était vraiment dans le passé, c'était dans mes premières relations où au final elle parlait de à quel point la relation était toxique, genre la personne l'appelait en pleine nuit, lui disait que si elle le quittait il allait se suicider, des menaces de séquestration, des menaces de viol, ces trucs là. Et en fait il y a énormément d'épisodes. En fait, j'ai l'impression de cocher mais beaucoup trop de cases et ça me pète à la gueule en mode mais comment c'est possible d'arriver là à ce stade et en fait que ça revienne là? Genre vraiment que les scènes elles reviennent là. Et je comprends aussi que j'ai cumulé pas mal de relations qui étaient hyper toxiques et à différents moments de ces relations, en fait, je cumule toutes ces violences qu'il y a eu. Et je me dis mais comment c'est possible qu'on se soit pas rendu compte? Et je suis sûre qu'on est mais des milliers à vivre des situations similaires. Et en fait, je pense que c'est la culture générale qui nous a complètement fait intégrer ces violences. Par exemple, t'as Le Rouge et le Noir, t'as 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey, t'as Gossip Girl. Plus la relation, elle est toxique, plus c'est compliqué, plus faut galérer, plus le mec, en fait, il va être violent dans ses propos, et puis il va s'excuser, et puis en fait, il va revenir. Plus ça va être sulfureux, plus en fait, c'est une relation que personne ne peut comprendre, c'est un amour qui est incroyable. Non, c'est juste en fait de la pure violence. Sauf que on nous l'a vendu comme ça va être incroyable, quoi. C'est la passion. Non. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vendu comme ça. Hein. Ouais, ça craint de ouf, en fait. Et vraiment, ça me pète à la gueule. Et j'ai tous ces épisodes qui me remontent, ce que j'ai pu vivre en entreprise, le nombre d'attaques sexistes que j'ai pu avoir, genre comité d'entreprise, tout et n'importe quoi. Y a un jacuzzi, tu viens. T'es pas habillé assez court pour aller voir le client. Mais des trucs, mais tous les jours. Tu prends le café, t'es la seule nana du truc. Tu prends les notes. Putain, mais le nom. Alors toi, t'as dû aux yeux bleus et tout, t'as dû te. Et tu te prends ça va, on peut pas rigoler. Mais tous ces trucs de lourd. Ouais. Et vraiment, avec du recul, je sais, mais les gars, ça fait rigoler personne. Deux, c'est tellement lourd. Et franchement, ces personnes-là, elles ne s'en sont pas rendues compte et j'espère qu'il y a un mouvement de bascule, j'ai le sentiment qu'il y en a un, mais la violence que vous avez, et en fait, vous êtes aussi violent que si vous mettiez des coups, parce que ce que vous dites en rigolant vient pas de nulle part et ça reste dans le cerveau. Les personnes y croient et vous êtes plusieurs à rappeler les mêmes choses. Vous tuez les personnes de l'intérieur à faire ça, vraiment. C'est une vraie violence qui est faite, quoi. Et il y a tout ça qui me pète à la gueule et ouais, début de The Sorority, je me dis, waouh, mais le filtre, en fait, j'ai l'impression qu'il se lève et je me dis, mais c'est évident. Pourquoi on se réveille pas, quoi? Et on est en train de se réveiller. Et c'est pas une guerre qu'on mène, en fait. C'est juste qu'on prend soin de nous. Il n'y a pas de raison qu'on vive ces violences. Enfin, c'est une guerre pour avoir la paix. Enfin, une guerre, c'est pas une guerre contre eux. Non, c'est juste, en fait, c'est pas drôle. Genre, c'est bon, passez à autre chose. En fait, c'est vraiment pas drôle. Vous faites du mal aux gens. Vous faites vraiment du mal aux gens. Si t'étais harcelé comme ça tous les jours, tu pèterais un plomb. Si on prend le problème à la racine, pour toi, ça commence quand, le harcèlement? Est-ce que ça démarre à l'école? En fait, ça démarre à l'éducation. Là, on est en train de faire une étude d'impact et du coup, je leur partageais ce qui est vraiment en train de me remonter. Et je pense sincèrement que c'est dès le début. Moi, je me souviens, c'est c'est toi qui va défaire la table, c'est toi qui va faire la vaisselle, c'est toi qui va laver toutes les chambres de l'étage, même s'il y a plein de gens à l'étage, demi-frères, machin, c'est toi qui vas tout laver parce que t'es la nana et tu dois savoir le faire. Et en fait, c'est tous ces trucs où faut pas trop prendre la parole. T'es grossière pour une fille. Dans la cour d'école, t'as les terrains de foot qui prennent une place de ouf.
tout a été fait depuis qu'on est petite pour qu'on prenne pas trop de place, qu'on fasse les trucs à la place d'eux, qu'on soit pas vulgaire, genre d'où on n'a pas le droit de dire des gros mots, enfin... Et qu'eux, ils aient le droit de le dire. Et qu'eux, en fait, ils ont un espace de ouais. ouf. Genre, mais ils peuvent prendre la parole sur n'importe quoi. Et encore une fois, je suis mariée, j'ai 2 petits garçons, j'ai aucun souci. Je suis plus entourée d'ailleurs de mecs que de nanas. Mais vraiment, je me rends compte qu'il y a un déséquilibre. Et limite, c'est pas de leur faute, j'ai vraiment envie de le dire. Désolé les mecs, vraiment pas de votre faute. Enfin... On vous a habitué à avoir pas de limite, à toujours avoir un public qui va rigoler à vos blagues, à toujours vous permettre de tout et n'importe quoi, à toujours avoir les choses qui allaient être faites pour vous, à vous protéger aussi, parce que faut pas qu'ils se sentent mal, même dans les relations. Genre, faut pas trop l'énerver, ou faut pas qu'il soit triste, ou on s'est toujours mis en mode limite à être la petite maman pour tout le monde. Mais arrête-toi, en fait, on est des êtres humains exactement pareils, d'où on a ce rôle qui est assigné. C'est ça, ouais, la petite maman, comme tu dis. Ouais. Tu vois, le mec, il rentre, il a son petit plat, son Et petit encore truc. une fois, je me considère même pas... le terme féministe, je trouve qu'il a été hyper perverti, diabolisé, etc. Aujourd'hui, j'ai plus de soucis avec ce terme-là. Mais en fait, c'est de la pure logique, c'est de l'humanité, en fait, juste qu'on demande, qu'on se détende, qu'on arrête de demander de rentre dans une case et rentre dans une autre. Non. Et je pense que c'est ça qui fait qu'en fait, on arrive à des comportements où ils vont se permettre de l'ouvrir, de faire des blagues, et ça va passer, et un entre-soi. Et en fait, au fur et à mesure d'évoluer, aussi ce que je disais avec l'équipe, c'était... on nous a appris du coup à pas prendre trop de place, à pas trop nous exprimer, à rester là. Mais ça se voit, du coup, par la suite, dans les études, on va penser qu'on n'a pas notre place dans un certain endroit. Et en fait, ça va s'aggraver de plus en plus parce que numériquement, on va voir plus de personnes qui vont être, par exemple, dans les entreprises à post-responsabilité parce qu'ils ont osé, parce qu'ils sont tirés vers le haut, etc. Moins, et on va continuer à créer ce qu'on explique le plafond de verre, mais on va limite le créer nous-mêmes. Et c'est lié notamment à un principe qui est le principe de la mort sociale. La peur de la mort sociale, où on a peur, et ça, tout le monde l'a, c'est un peu aussi l'effet... le syndrome de l'imposteur. Tout est lié en fait, où à partir du moment où on se reconnaît pas dans un groupe, on va avoir un stress, que ce soit on arrive dans un nouveau quartier, on arrive dans un nouveau job, on arrive dans une nouvelle ville, on va avoir ce stress et on va devoir s'adapter. Mais en fait, ça on le vit à tout moment dans la société et notamment en entreprise, où en tant que femme, on a encore plus ce stress parce que numériquement, on voit plus de gars que de nanas. Donc du coup, on va toujours essayer de s'adapter, faire attention, etc. Et limite développer des comportements pour pouvoir plaire à ce type de critique qui, du coup, vit dans ce milieu-là. Et on va limite commencer à développer des comportements agressifs vis-à-vis de nos pairs. Et on finit par oublier qu'on doit faire cette main tendue et qu'on doit tirer vers le haut, et limite à attaquer nos pairs. En fait, c'est des mécanismes qu'on met en place au fur et à mesure où on n'arrive pas à s'en sortir. Ça me fait penser un petit peu aux mecs de banlieue ou des quartiers. C'est-à-dire ouais, c'est des gangs, on a fait des gangs. Mais c'est pas les uns contre les autres, en fait. Voilà, il faut que du côté, l'idéal pour casser ça, j'en suis convaincue, et il y en a de plus en plus qui le font, c'est du côté des mecs, et putain, les mecs, faites-le. Dans une réunion, il y a 50 Jean-Claude, il y a une nana, elle se prend une vieille réflexion, bah putain, il y en a 3-4 qui le regardent en mode ce que tu viens de dire, en fait, c'est pas drôle, ça la met hyper mal à l'aise, ça serait un mec, tu te serais jamais permis de dire ça, pourquoi tu fais ça? Et en fait, il serait lui-même mal à l'aise et il arrêterait. Ce qu'il faut, c'est que au final, soit lui qui soit mal à l'aise de faire ça et pas qu'on rigole pour lui faire plaisir à sa blague pourrie, en plus qui est même pas drôle, quoi. Cette nana, elle va prendre une violence, mais de dingue dans la gueule, et c'est pas logique. Donc ça doit vraiment venir aussi des mecs de leur dire à leurs potes, franchement, là, c'était pas drôle, là, ça avait pas d'intérêt, franchement, c'est pas ouf. Enfin, au fur et à mesure, voilà, que ça vienne vraiment du groupe qui arrive à stabiliser le tout, en mode, on est tous ensemble, c'est un non-sujet, on est vraiment tous ensemble, quoi. Ouais, donc c'est vraiment une question d'éducation. Ouais. Et de savoir vivre. Et puis tilter, enfin juste d'humanité, genre on est ensemble les gars. Ouais. Toi, tu as créé The Sorority pour les femmes, pour que les femmes s'entraident. Qu'est-ce que cette solidarité a changé? Pas seulement pour les autres, mais pour toi personnellement. Bah, ça m'a prouvé qu'en fait, l'idée que j'avais, elle n'était pas déconnante et que ça fonctionne vraiment et l'entraide humaine est là, quoi. Et les personnes en ont besoin, elles le cherchent. On a énormément de témoignages de personnes déjà qui disent j'aurais aimé l'avoir à mon époque et qui vont nous témoigner ce qu'elles ont eu. Donc déjà, c'est hyper... c'est concret. Et qui nous disent bah, merci parce que grâce à vous, ce que j'ai vécu n'a pas servi à rien. Et à mettre à profit, du coup, cette énergie et ce vécu pour être là et être présent pour les autres. Sans avoir de syndrome pareil du sauveur ou de la sauveuse, pas du tout. C'est juste être présent. C'est juste avoir une oreille attentive, dire je te crois, pas couper la parole, pas essayer de trouver une solution, juste je te crois et je suis là si tu en as besoin, quand tu en auras besoin. Et il existe des solutions, il y a des numéros, il y a des associations. Si tu as besoin que je vienne avec toi faire un dépôt de plainte à ton rythme, quand t'en as envie, te faire prendre en charge, etc. Juste, je suis là. Enfin, c'est vraiment au fur et à mesure. Et beaucoup de personnes aussi qui nous disent merci parce que j'ai un impact.
Et on a tellement besoin d'impact dans cette société actuelle. Il y a tellement de burn-out, de gens qui n'en peuvent plus et qui sont dans cette espèce de roue où ils n'arrivent pas à trouver un intérêt. Bah, c'est ce qu'on apporte aussi aux personnes. Elles ont un pouvoir d'action. Elles ne prennent pas la place des associations. Elles peuvent devenir d'ailleurs bénévoles pour les assos si elles le veulent. Elles ne prennent pas la place des autorités. Elles sont juste présentes. Elles sont là les unes pour les autres. Et en activant ça, on est capable mais tellement de s'entraider et de se remplir aussi. En tant qu'être humain, on a besoin d'être utile aux autres. Comme une grande famille. Ouais. Mine de rien, c'est vrai. Dans les femmes que tu as rencontrées via ton application, il y a forcément eu des histoires bouleversantes. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a marqué où tu t'es dit c'est pour ça que j'ai fait cette il y en a tellement. appli. Il y en a une qui m'a marquée, j'en parle souvent parce que c'est assez symbolique de ce qu'on a. C'est une femme, c'est sur Europe 1, enfin, on pourrait, les personnes qui souhaitent, elles peuvent la réécouter, c'est à 1 an ou 2 ans. Et elle a une 50aine d'années et elle arrive sur l'application et direct, elle m'écrit, elle me dit je ne subis pas de violence, mais je suis là pour aider. Genre, je suis là pour les autres, je trouve ça dingue, je veux pouvoir contribuer et aider. Et elle fait un premier entraînement. Donc, on fait des entraînements tous les mois pour développer les réflexes d'entraide, casser la sidération, etc. Elle fait l'entraînement, donc elle sait comment utiliser l'alerte, elle voit en combien de temps ça arrive, etc. Et en fait, elle rentre chez elle, mais je sais pas, 2-3 jours après, et elle se fait agresser par son fils. Elle s'y attend absolument pas. Il n'y a aucun signe de violence à la base. Et elle se fait agresser physiquement par son fils. Elle réflexe tout de suite, elle lance l'alerte. Et immédiatement, en fait, elle se prend une vague d'amour. Il y a les personnes qui prennent contact avec elle, qui contactent les autorités pour elle, qui gardent le lien. Elle prend des cafés avec les personnes, elle passe du temps avec elles, elle les remercie. Elle fait le témoignage, elle prend la parole et elle me dit « Je me serais jamais attendue, en venant et en apportant du coup de mon temps et de mon aide, vivre cette expérience. Déjà, personne ne peut s'attendre. On n'attend jamais à subir des violences, quoi qu'il arrive, mais d'avoir cet élan d'amour, qu'en fait, ça se retourne limite vers elle. Elle était là pour donner, et elle a reçu énormément à ce moment-là, et je pense que c'est hyper symbolique de ce qu'on est en train de faire. On arrive à capter des personnes sur ce sujet qui est hyper concret, notamment des personnes qui se disent éloignées, mais qui ont quand même cette envie de vouloir aider. Et en fait, on les imbrique au fur et à mesure dans ce sujet, et on les fait prendre conscience qu'elles ont le pouvoir d'agir à tout niveau, et que c'est vraiment du donnant-donnant. Quoi qu'il arrive, on est là vraiment mutuellement les uns les unes pour les autres. C'est un bel exemple que tu nous as sorti. Parce que c'est fou, c'est vrai qu'on peut se faire agresser par ses enfants. Hein. Mais par tout le monde, en fait. Là, je te dis ça, dans la rue, il peut m'arriver n'importe quoi. Ouais, mais intrafamilial, c'est vrai qu'on n'en parle pas, c'est très tabou, on va dire. C'est tout le temps. Ouais. Selon toi, à partir de quand on doit décréter qu'une femme est en danger ? À partir du moment où elle se sent en danger. C'est elle qui le sent, à partir du moment où elle a des angoisses, où elle va sentir qu'il y a un truc qui n'est pas OK. Mais les violences, elles ont 1 million de formes différentes. Elles vont être psychologiques, elles vont être administratives, elles vont être économiques. Elles sont loin de là que physiques. Quand c'est physique, c'est déjà qu'il y a eu une bonne couche qui était là. À partir du moment, de toute façon, on le sent au fond de nous. Et c'est ce qu'on dit aussi. Par exemple, il y a le violentomètre qui existe. Nous, on l'a décliné dans une affiche où tu as « Suis-je victime de violence ?» Suis-je auteuriste de violence ? Parce que clairement, quand on fait subir des violences, en général, si on creuse un peu, on reproduit des schémas à un moment de sa vie. Les personnes arrivent difficilement à être violentes directement. Il peut y avoir des troubles psy, mais en général, ça ne vient pas de rien. Donc aussi se faire aider. Et suis-je témoin de violence ? Et ça, c'est un truc dont on ne parle pas assez, c'est le nombre de témoins de violence qu'il y a, qui ne savent pas comment réagir, qui ne savent pas mettre les mots dessus, mais qui se sentent mal. À partir du moment où vous avez le sentiment que vous vous sentez mal, vous dites putain, il y a un truc qui se passe, mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, je sais pas comment lui en parler, je veux pas déranger ou je veux pas la mettre mal ou quoi. C'est qu'il y a une violence. On le sent au fond de nous. Encore une fois, c'est limite animal, mais on sait qu'il y a quelque chose. Et même du coup, ces témoins, aussi on leur apporte une solution avec mettre en avant les associations dédiées à l'aide aux victimes, leur rappeler le numéro, faites-vous aider. Quand vous êtes témoin de violence, vous prenez une partie de la violence. Donc, c'est vraiment, on a un vrai lien entre nous, ou même on va se partager ces morceaux de violence. Donc, se faire aider et aider les autres par la suite. C'est vrai que moi, quand tu me parles de ça, je me dis qu'il y a beaucoup de couples, par exemple, où tu vois, il y a des histoires, des embrouilles, etc. Et toi, en tant qu'ami, tu te dis, est-ce que je rentre dedans ? Parce que c'est l'intime, c'est leur relation. C'est ça. Mais les personnes qui font ça, en fait, jouent dessus. Et ça, c'est les cycles des violences. C'est personne ne peut comprendre, c'est nous, pourquoi tu lui demandes son avis, etc. La violence explose. Ah, mais je suis désolée, pardon, mais c'est de ta faute, mais je recommencerai pas avec la lune de miel. Et ça tourne. Et les gens autour, ils le voient qu'il se passe quelque chose. Mais est-ce qu'ils doivent, normalement, ils doivent le dénoncer ? Ils peuvent, de façon discrète. Le plus simple, c'est d'aller voir la personne qui subit les violences et lui dire, quoi qu'il arrive, je suis là. Je suis là. Ouais.
La personne, elle va jamais dire « Ah bah oui, bah pardon, c'est bon, j'en sors ». Non, les violences conjugales, c'est hyper, hyper, hyper compliqué. Mais à partir du moment où on sait qu'on a une porte de sortie, qu'on a un plan B, déjà, il y a une première graine qui est là pour qu'on puisse au fur et à mesure en sortir. Faut pas juger la personne, pas lui dire mais tu devrais. Non, pas du tout. En plus, c'est ce qui va vraiment pas marcher parce que si elle s'est mise dans cette situation-là, c'est qu'elle a misé sur cette relation, elle y a passé du temps, elle a cru la personne, il y a des liens affectifs, potentiellement elle est mariée, potentiellement il y a des enfants. C'est pas, ça se fait pas comme ça sur les violences conjugales. C'est des vraies couches qui sont à remonter au fur et à mesure. Faut juste être présent. Au moment où on fait cette interview, selon le site de noustoutes.org, que tu dois connaître sûrement, que je salue d'ailleurs, on dénombre 122 féminicides depuis le début de l'année. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est pas les vrais chiffres. Non pas que ce soit par rapport à nous toutes, c'est juste qu'en fait, il y a énormément de féminicides qui sont mis sous des termes autres, qui sont pas gérés de la même façon. Enfin, on le sait parfaitement. Les chiffres, c'est pas du tout ceux qui sont officiellement communiqués. Les assos comme nous toutes, et il y a Cœur de guerrière également, il y en a beaucoup qui font le travail de pouvoir remonter les familles. Elles contactent ces associations où elles expliquent ce qui s'est passé, et c'est des féminicides, mais ce n'est pas officiellement considéré comme des féminicides. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus. Les chiffres, bien sûr. Les chiffres sont pas le reflet de la réalité, pas du tout. Il y en a combien? On sait pas combien il y en a. Et puis, il va y avoir des féminicides où la personne a été poussée jusqu'au suicide. Il va y avoir plein de cas particuliers où ça sera pas la faute de la personne parce que voilà, il n'y a pas eu le coup, mais le coup, il était psychologique. Donc non, les chiffres sont bien plus importants que ça. Après, ce qui me dérange, c'est de jouer sur les chiffres et de se dire, ah bah, on s'améliore. Non, en fait, pour moi, les chiffres, ils veulent rien dire du tout. Les violences, elles sont là, c'est un non-sujet. Des personnes qui agressent et qui font du mal, elles existent. Des personnes qui subissent, elles existent. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de libération de la parole. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas qu'il y a plus de situations quand les chiffres, ils augmentent. Pour moi, c'est absolument pas ça. C'est juste que, à force d'en parler, à force de normaliser le sujet, à force d'embarquer tous les acteurs de la société et d'arrêter de dire c'est une relation particulière, c'est une relation de couple. Non, en fait, c'est des violences, point. Et c'est pas normal. Donc, on va dire à la personne qu'on est là et on va pouvoir la soutenir. Bah, au fur et à mesure, la parole va se libérer et là, on va prendre conscience qu'il y a des violences. Bien sûr, c'est comme avant, on appelait ça un crime passionnel. Voilà, c'est pas considéré comme un féminicide. C'est très joli. Et après, oui, depuis ces dernières années, voilà, on a commencé à en parler. C'est un petit peu comme la pédophilie, l'inceste. Personne n'en parlait. Voilà, c'est ça. Toi, tu cites souvent un livre qui est... On va voir si tu... Je sais pas. L'âme de sorcière. Voilà. Ouais, au début, je le citais. Comme une source d'inspiration. Ouais, j'avais démarré avec Âme de sorcière pour ce lien. En fait, au moment où je m'étais tout imbriqué, donc c'est d'Odile Chabriac, ce livre, il me permettait de rattacher les wagons. Et il m'avait beaucoup parlé à l'époque quand j'ai démarré The Sorority. Et qu'est-ce qui t'a changé, ce livre, dans ta vision de la vie, dans ton rôle en tant que femme? Non, ça confortait du coup tous les wagons que j'étais en train de mettre en place et ce lien humain et cette entraide du coup qu'il y avait entre femmes. Et ça arrivait à la même époque. Depuis 2020, donc beaucoup de mouvements féministes ont gagné du terrain. Concrètement, pour toi, qu'est-ce qui a vraiment changé pour les femmes en 2024? Il y a encore du boulot à faire. Je pense qu'elles ont de plus en plus conscience. Je trouve que la jeune génération est incroyable. Si je devais te répondre de façon simple, je trouve que il y a une mobilisation, il y a une prise de conscience, et que ce soit de tous les côtés, de tous les genres, comme quoi il y a des comportements qui sont pas normaux et du coup qui se permettent de l'ouvrir, c'est même pas qu'elles se permettent de l'ouvrir en fait, c'est que c'est devenu une normalité, c'est un non-sujet. En fait, il y a une vraie égalité qui est en train de se faire, il y a un vrai engagement qui est en train de se faire, mais des deux côtés, des hommes, des personnes issues des minorités, vraiment tout le monde est en train de se mettre à un niveau stable. Donc, je souhaite bonne chance à tous les Jean-Michel qui nous regardent et qui veulent pas lâcher et qui ont leurs droits. Et ils ont quand même encore le droit de faire des blagues et toutes les choses qu'ils font. Et de gros beaufs. Bonne chance, parce que vous allez rester tout seul au golf et puis nous, on va continuer notre vie. Le 20 septembre, Philippine ne donne plus signe de vie. Le 21 septembre, son corps est retrouvé non loin de la fac où elle est allée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour Philippine, c'est très particulier. J'ai été contactée par une proche de la famille qui m'a demandé, donc qui me connaissait personnellement, et qui m'a demandé si j'étais OK pour diffuser l'avis de recherche de Philippine. Donc on a travaillé dessus, on l'a diffusé, et la suite, tu la connais. Est-ce que cette tragédie qui a marqué toutes les femmes en France et même ailleurs a changé quelque chose dans ton regard sur ton projet et dans ta manière de parler de la sécurité des femmes? Non, par contre, c'est une des affaires qui m'a le plus marquée. Parce que j'étais en lien direct avec les proches. Parce que j'ai eu beaucoup d'éléments. Enfin, j'étais beaucoup plus proche que d'habitude. J'arrive à
à mettre une certaine protection pour continuer à faire ce que je fais. Et là, j'ai vraiment été proche, trop proche. Mais on lâche pas. Avec ce genre d'histoire, tu te mets à avoir peur pour tes filles, hein, pour tes amis. Comment, ensemble, les femmes peuvent faire en sorte que, quelque part, cette peur, elle change enfin de camp? Se rendre compte qu'on n'est pas seul. Unir nos forces et se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et c'est ce qui est en train d'arriver, là, l'étude d'impact dont je te parlais. On commence à avoir les premiers retours et on a énormément de témoignages de personnes qui nous disent grâce à vous, je reprends confiance en moi. Je commence à réutiliser les transports en commun parce qu'elles ont vécu des situations, elles ont des post-traumas et elles n'osaient pas. J'ose de nouveau sortir tard le soir. J'ose de nouveau reprendre mon activité sportive. J'ose de nouveau refaire du footing. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore conscience qu'on n'est pas juste une petite appli gadget pour faire joujou. On est en train vraiment déjà d'atteindre des personnes en situation d'isolement directement dans leur foyer, ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Les associations qu'on met en lumière ont des difficultés, par exemple, à communiquer, à atteindre ces personnes, parce que c'est des bâtiments, il y a des communications à faire sur le réseau, mais il faut... voilà. Nous, on rentre directement dans les foyers, et c'est partagé sur les réseaux, et ça va très, très vite. Donc, on se rend compte qu'on n'est pas seul, et on communique, et on s'unit. Mais c'est vrai que même pour faire le footing, par exemple, moi, quand je vais courir, j'ai mis avec mon traceur, je mets mon truc de GPS... que j'envoie par SMS à mon mari, mes filles et tout, au cas où je me fais enlever et tuer, quoi. C'est triste quand même d'en arriver là, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont le réflexe, elles ont le réflexe d'avoir... elles ont le bouton qui est pas long. Ouais. Depuis que j'ai ce sorority, je suis très contente. C'est vrai, je me dis, au moins, je peux être utile, comme tu dis, et s'il m'arrive quelque chose, tu vois. Donc, avec ton application, toi, tu adresses des problématiques très féminines, mais est-ce que tu as déjà reçu des retours d'hommes? Qu'est-ce qu'ils te disent et comment ils perçoivent ce projet? Bonne question. Alors, le départ, et c'est ça sur l'éducation qui est hyper intéressant, ça va être... donc, on leur dit que pour l'instant, l'accès n'est pas dédié aux hommes et du coup, qu'il va falloir attendre la bêta-test. Donc là, on commence à le dire, mais on n'est pas loin d'avoir fini. Et le premier, c'est le refus. Accepter le refus. Il y en a beaucoup, c'est compliqué. Hein. Et on voit qu'il y a un vrai truc d'éducation. Genre, on m'a refusé. Genre, ce n'est pas fait pour toi. Et à un moment, je faisais par dire, genre... on fait des tampons, mais t'es pas outré qu'il n'y ait pas de tampons pour les hommes. Non, tu vois, c'est pareil. Genre, tu n'as pas... Ouais, ça t'est pas destiné, quoi. Oui, accepte-le. Il y a un moment où tu vas pas nous faire chier parce que t'as pas de tampons, tu vois. Donc, c'est pareil. Non, alors, au départ, il y avait le « ah putain, quoi ?» Et puis après, on leur dit c'est pour éviter l'entrée d'un conjoint violent, ex-conjoint violent ou harceleur. Parce que c'est le cas, en fait. On évite qu'il y ait une double violence au sein d'une communauté où, justement, elles viennent se protéger. Et là, 99% des cas, c'est « ah putain, j'y avais pas réfléchi. » Ah putain, c'est bien pensé. Comment je peux vous aider? Et là, on a des ambassadeurs hommes qui ont commencé à se mobiliser et on a tellement, et je tiens à les remercier vraiment du fond du cœur d'être là, parce que c'est eux qui en parlent autour d'eux. Ils acceptent du coup de ne pas en faire partie. C'est le plus beau pour moi, la bascule qui se fait. T'acceptes de ne pas en faire partie, tu prends le temps de comprendre comment ça fonctionne et t'en parles partout autour de toi pour assurer, c'est vraiment de l'amour qui donne, pour assurer la sécurité des personnes, de tes êtres chers. Et t'es patient, et tu soutiens, il y en a même qui font des dons à l'association, et tu soutiens pour qu'on continue à faire ce qu'on fait. Parce que, pour le rappeler, on est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général. On fait tout gratuitement. C'est le combat que je mènerai jusqu'à la fin. The Sorority restera gratuite pour toutes les personnes qui en ont besoin, qu'elles soient victimes ou témoins, qu'elles souhaitent aider. Et on a pour l'instant 0, encore une fois, euros de financement public. Donc, merci à toutes ces personnes et grâce à eux, on arrive à atteindre, même dans des boîtes, dans des gros groupes, des collectivités. Au fur et à mesure, ils sont vraiment à nos côtés en acceptant de ne pas être dessus. Et quand ils nous disent c'est une agression, du coup, je fais comment? Tu te tends l'oreille. T'écoutes et tu crois. Tu dis pas t'as vu comment t'es habillé, t'es sûr qu'il t'a mis une main au cul. Non, mais tu penses pas que, en même temps. Non, juste tu crois et t'es là, point. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu dernièrement l'interview Sarah Forestier, le témoignage de Sarah Forestier, je sais pas si tu l'as vu. C'est une comédienne, tu la connais? Ça me dit quelque chose. Ouais. Et où elle témoignait en fait que pendant un tournage de long métrage... Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, le mec lui avait mis une gifle et après en fait c'était sa descente aux enfers, quoi. Donc ça, on lui passe un grand bonjour. Et qui télécharge justement cette application, parce que justement avec cette appli, qu'elle en parle à sa communauté si elle a sensibilisé sur le sujet de nos actions. On parle beaucoup du Maroc, mais aussi de Dubaï comme des endroits où la protection des femmes et leur sécurité est un sujet important. Pour toi, est-ce qu'il existe encore des safe places pour les femmes dans le monde? Les Émirats Arabes Unis? Ouais. Je te confirme, oui. J'y vis avec du coup mon mari et mes enfants parce que du coup je suis mariée et on a une proposition d'expatriation, donc je fais ce que je fais du monde entier et on a vécu 3 ans à Dubaï et on est revenu en France
Et là, ça fait depuis quelques mois qu'on est revenu du côté Abu Dhabi. Donc, ce qui permet aussi de développer la communauté du côté de l'Inde, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, du côté de l'Afrique et du côté du Moyen-Orient, du coup. Et c'est vrai qu'il y a c'est un endroit au monde où la vie a fait que je me suis retrouvée dans ces endroits-là au moment où j'étais en train de développer ce que je faisais, ce qui d'ailleurs m'a complètement traumatisée au tout début parce que je fais pour la France et les femmes initialement, et j'avais une vision du coup de cet endroit du monde très biaisée comme l'ont beaucoup de gens. Donc non. Mais là, t'es tranquille, tu t'es pas obligé de porter un voile. Ah mais j'ai jamais été aussi libre de ma vie. C'est-à-dire que je suis en short tout le temps. Enfin, je m'habille comme je veux. J'ai jamais aucune réflexion. On est entièrement protégé. Enfin, il faudrait vraiment que les gens prennent le temps de se renseigner, avant de dire des bêtises et de voyager un petit peu. Et en fait, cet endroit du monde me prouve que c'est possible. Ils veulent pas t'inviter CNews Ils veulent pas t'inviter CNews pour justement parler de ton expérience. Tu vois, non, merci, sur le terrain. Le boulot eux-mêmes. Voilà. Ouais. Qui soit bon. Mais c'est important de le souligner. C'est un bel exemple où, en fait, c'est possible. On est 85% d'expatriés, donc plein de communautés du monde entier qui vivent ensemble. C'est possible. Ça va paraître un conte, mais c'est vraiment possible. Et il y a une vraie entraide qui est créée du coup dans ces systèmes-là, parce qu'il n'y a pas forcément la famille ou les amis qui sont proches. Donc on recrée nos familles. Et c'est vrai que c'est hyper plaisant et me fait beaucoup de bien pour faire ce que je fais au quotidien, comparé à d'autres endroits où c'est une violence au quotidien. Enfin, c'est... Bon, je vois déjà les fachos, parce qu'on est suivi par beaucoup de fachos aussi, vu qu'ils regardent tout ce qu'on fait... Et ils mettent des commentaires partout. Et on leur fait des bisous. Ouais, c'est ça, on leur fait des gros bisous. Eux, ils vont dire, oui, mais toi, tu es une expatriée, donc c'est pas pareil, ils vont pas te toucher. Sur place, les femmes là-bas, comment elles vivent ? Est-ce qu'elles vivent de la violence ? De toute façon, la violence, elle est partout. On va arrêter tout de suite le sujet. Elle est partout, elle est dans tous les milieux sociaux, elle est dans tous les pays. Nous, on a une plateforme qui est dédiée aux familles françaises établies hors de France qui vivent des violences. On en a partout à gérer, on travaille avec le MAE dessus. En tout cas, d'un point de vue mentalité, si c'est ça qui t'intéresse, il y a beaucoup d'évolutions. Et justement, en étant dans cette partie du monde, je vois des indicateurs hyper positifs sur le sujet au niveau mondial, international. On parle des violences. On va aider, par exemple, des étudiantes, des étudiants qui vont être en échange dans le monde entier, parce que c'est vrai que c'est un cœur sécurisé, mais ils vont évoluer dans le monde. On va parler de violences pour protéger des femmes, notamment des travailleuses domestiques qui viennent du monde entier, qui sont placées dans des familles du monde entier. Ça, pareil, c'est présent partout dans le monde, mais vraiment dans cette région, c'est assez développé. Et on sait qu'il y a ces violences qui sont produite par des familles du monde entier, parce qu'il y a ce rapport de force. Il n'y a même pas de parce qu'il y a ce rapport de force, et ça développe des comportements qui ne sont pas normaux. Donc, ils sont mobilisés pour assurer cette protection. On parle de violence conjugale. On a parlé de personnes haut placées. Donc, c'est des sujets. Après, il faut les traiter d'une façon intelligente. Il faut les traiter aux côtés des autorités. Mais tout le monde est en train de se positionner dessus. Il n'y a plus de... on cache. Alors, effectivement, il y en a qui ça va gêner parce que... peuvent potentiellement être auteuristes de ces violences. Mais d'une façon générale, il y a une énorme prise de conscience et de confiance qui permet de libérer la parole et d'agir et de rentrer dans les foyers pour aider les personnes. Les réseaux sociaux donc, sont à double tranchant, un outil puissant pour sensibiliser, mais aussi un espace de violence. Comment tu navigues entre les deux et quels conseils tu donneras à quelqu'un qui veut militer en ligne sans se brûler les ailes ? C'est chaud. J'ai vécu mes premières attaques réseaux sociaux dès les premiers jours où il y a eu un tweet au hasard sur anciennement Twitter. Quand on démarre The Sorority, où il y a une personne très bienveillante qui dit The Sorority est créé par un homme qui essaie de violer des femmes. Ça fait 6 mois que je suis en train de bosser comme j'ai jamais bossé de ma vie dans le noir à monter ça avec mes équipes. D'ailleurs, je fais des gros bisous, Adrien, Thibaut et Fanny. Non-stop, on est dessus. Et j'ai une personne que je connais même pas, je sais pas d'où elle vient, je sais pas pourquoi. Elle balance une connerie comme ça et le truc s'enflamme. Et en fait, je me fais insulter pendant toute une nuit. Et je dis, mais en fait, les gens sont cons, mais sont tellement cons. Et je me le dis encore tous les jours. Il y en a qui sont bêtes, mais qui sont vraiment profondément bêtes. Je sais même pas si un câlin leur suffirait. Ils sont, je pense qu'avec le confinement et tout ce qui s'est passé, ils ont pris de plus en plus de place sur les réseaux. Et c'est des raids complets. Aujourd'hui, je m'en fous parce que je m'en suis pris... je sais pas, je vais m'en prendre 6, 7 depuis le début. Le premier c'est tu frôles la dépression. Tu dors pas, tu dis putain, ça va foutre en l'air tout ce que j'ai fait. Et en fait, le temps fait les choses. Les gens, ils oublient.
Les gens intelligents sont là. On a une communauté qui est hyper puissante. Donc, elle va juste... Moi, j'ai quasiment plus à répondre. Et elle est incroyable, notre communauté. C'est de l'amour pur. Elle va répondre en temps réel. Elle va réexpliquer. Elle va renvoyer. Enfin, on se sent même mutuel. Même moi, je me sens protégée par la propre communauté qu'on est en train de créer ensemble. Enfin, c'est vraiment quelque chose de bienveillant et qui grossit. On a fait une bulle d'amour qui grossit. Donc, cette haine en ligne, elle peut exister. Mais derrière, on arrive à se protéger. Donc, si vous vous lancez, pour te résumer, bonne chance. Et protégez-vous et coupez quand vous sentez que c'est en train de trop vous affecter. Coupez, parce que ces gens, de toute façon, ils vont trouver un autre à s'arranger, ils vont défoncer quelqu'un d'autre quelques heures après, donc pas d'inquiétude. Ils ont plein de temps libre. Toi, tu dois entendre beaucoup d'histoires difficiles, mais est-ce qu'il y a une histoire de résilience ou de victoire qui t'a particulièrement ému et que tu aimerais partager ici? Il n'y en a pas une, mais c'est les personnes qui ont subi des violences vraiment très compliquées et qui viennent, qui ont fait le chemin, qui ont pris soin d'elles, qui en sont sorties et qui mettent à profit ce temps et leur énergie pour aider à leur tour et que ça se reproduise pas. C'est de façon générale. Être militante, c'est épuisant. Ouais. Mais je suis très proche de notamment Sophia Defemen, à qui je fais un gros bisou aussi. Ouais. Et on a eu l'occasion d'en parler, et du coup d'essayer de mettre de la lumière sur ça. C'est... les gens, je pense, ne se rendent pas compte. Même, tu disais, les réseaux sociaux, quand on se prend « Ah, vous devriez faire ça comme ça t'as pas bien dit ». Il y a eu tout un moment aussi où il fallait avoir le bon discours. Enfin, on fait tout notre maximum pour avoir le bon discours. Mais chaque personne derrière son écran se rend pas compte de l'intensité du quotidien, de la violence du quotidien. C'est du non-stop. C'est du non-stop. Et là, ce que je fais, on est 240 000 personnes sur l'application. Je monte pas mon téléphone. J'ai un message toutes les 3 secondes. D'ailleurs, merci d'avoir répondu au mien. Parce que je me suis dit, mais est-ce qu'elle va y répondre? Non, c'est massif. Hein. Ouais. Et ce qu'on fait, même sans avoir 240 000 personnes, c'est massif. Les associations d'aide aux victimes reçoivent des messages tout le temps. Et des messages avec des photos, avec des témoignages. Moi, on en reçoit en mail. C'est ce qu'on prend dans la tête, c'est dinguissime. On n'est pas formé pour ça. Et on se forme au fur et à mesure. Mais c'est violent. T'as réussi, toi, à te protéger? J'essaie, je mets les barrières, comme je te disais. Mais il y a des situations où... tu t'es dedans et tu peux pas mettre le filtre à ce moment-là et il faut te faire aider. Psychologiquement, je me suis fait aider plusieurs fois. Enfin, depuis que j'ai fait mon 2e burn-out, j'ai un psychiatre, je fais de l'hypnose, je bosse pour régulièrement pouvoir colmater et évoluer et pas laisser, pas que ça m'entraîne vers le bas. C'est hyper chaud ce qu'on fait. Qu'est-ce que t'attends des générations futures et pas seulement des femmes, hein, mais aussi des hommes? Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre et changer selon toi pour que l'on vive en harmonie dans un monde plus juste et plus équitable, hein, dans le monde de oui-oui, mais... Écoutez cette vidéo, prendre les conseils, dire à Jean-Michel qui fait bien sa gueule quand en réunion, il tente de s'en prendre à une femme parce qu'il pense qu'il est trop drôle et qu'il a trop un pouvoir sur elle, ou n'importe qui d'ailleurs, s'écouter, se faire confiance et juste kiffer ensemble. Surtout pas faire cette confrontation qu'on est en train de voir aussi de plus en plus, je trouve. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et ça prend des aspects politiques. C'est très drôle hein, sur le papier, mais moi, ça me fait flipper parce qu'en fait, la solution, pour moi, elle est absolument pas là. Ça va pas être en se confrontant, c'est vraiment en s'unissant et en bossant ensemble. Il n'y a pas de raison de nous confronter, en fait. Vraiment. On est ensemble sur le même bateau et on avance ensemble dessus. L'objectif final, c'est la sécurité de tout le monde et le bien-être de tout le monde. C'est tout. Comme tu dis, des femmes et des hommes aussi. Et les personnes issues des minorités, tout le monde. Juste, on kiffe notre vie. On est là pour kiffer pendant un certain temps. On kiffe. Parce que même les Jean-Michel et les compagnies, là, il faut savoir, quand ces mecs-là, ils font des grosses blagues de beauf ou quand ils agressent des femmes, il faut savoir que ces femmes-là sont potentiellement les sœurs de leurs potes, bien sûr, leur mère, Jean-Michel, on te rappelle que t'as une maman. Un moment. Qu'elle s'est bien occupée de toi ou pas, ce qui n'est pas la faute de la société. Mais regarde autour de toi. Enfin, on est tous liés. On est tous profondément liés. Donc c'est peut-être un message de bisounours, mais à raison, juste kiffons, on kiffe, voilà. Dernière petite question, parce que je sais que tu as tes rendez-vous partout là. Si tu pouvais choisir une personne à qui céder la place où tu es assise actuellement, qui voudrais-tu voir s'asseoir ici en face de moi pour qu'elle puisse à son tour partager son histoire? Je suis très, 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 très liée à une initiative qui s'appelle Incognita, du coup, qui est dirigée par David Corona et Anne-Gervais Vendange. David Corona, c'est le parrain de mon association, c'est un ex du GIGN. Et il est très, très engagé, notamment très engagé sur notre cause. Et ils font des choses formidables pour les entreprises et les personnes en général, pour travailler, ces relations humaines, ces dynamiques entre les individus. Et je pense que ça pourrait être très intéressant. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville.